Bonjour, Viviane Cangeloni. Je vais vous parler de 2022 du point de vue évolutif de l'astrologie. Voici donc en partage l'analyse de l'année à venir et de l'état d'esprit qui sous-tend cette nouvelle étape d'une mutation à échelle collective. Donc l'année 2022 est essentiellement marquée par le cycle de Jupiter et de Neptune, dont je développerai les symbolismes, qui se retrouvent réunis dans le signe des Poissons. Il faut savoir que Neptune est la planète maîtresse des Poissons et que Jupiter y est en exaltation. Et donc il y a un effet amplificateur de la symbolique Poisson que je vais analyser. Ces poissons sont un signe d'eau, réputé pour leur disponibilité, pour la compassion et un besoin de ce qui est illimité, de ce qui est humain et de ce qui, au-delà de l'humain, le relie à l'universel. Donc on pourrait s'attendre à une année 2022 plus ouverte, plus clémente, plus dans l'amour, dans la solidarité. Mais nous le verrons, les choses sont complexes parce que nous sommes pris dans la dualité de l'ombre et de la lumière, puisque nous sommes humains, et que donc la partie positive est toujours quelque chose que nous semblons devoir gagner. Ce n'est pas immédiat. Et donc il faut dépasser les éléments qui peuvent être négatifs dans un signe. Je précise que tout signe a sa part d'ombre et sa part de lumière. De plus, cette conjonction, donc Neptune-Jupiter en conjonction, ça veut dire que ces deux planètes sont très proches l'une de l'autre. Elle est très bien reliée à Uranus, ce qui est positif, mais par contre, elle est prise dans une tension qui se trouve, elle, entre Saturne et Uranus, qui est une tension qui a commencé en 2021, qui se continue toute l'année 2022 et qui actuellement est très tendue, surtout dans le mois de décembre, et on s'en aperçoit puisque nous avons ce nouveau variant et des mesures contraignantes qui vont avec. Donc de nouveau, il y a des tensions entre le désir de liberté et la contrainte. Et ça, c'est assez important de comprendre que cette dynamique-là, elle sera plus lâche, plus élastique, comme un élastique qui se détend en 2022, mais elle sera toujours présente. Donc, je parlerai également d'Uranus, qui se trouve, lui, dans le signe du Taureau, où il demeurera jusqu'en 2025. Et Uranus symbolise une fracture du symbolisme du signe qu'il traverse. Et le Taureau représente tout ce qui a été construit. C'est un élément de civilisation au niveau de la collectivité, de l'astrologie mondiale. Et donc, tout ce que nous avons construit, toute la façon dont nous avons assis ces paradigmes et les réalisations que nous avons faites, il correspond à la condensation dans une forme tangible de nos idées, de nos pensées, de nos désirs, de nos émotions. Le Taureau renvoie à la nature, dans la mesure où la nature renvoie à la matérialisation des règnes minéral, végétal, animal, humain. Et on ne le sait que trop avec le corona, le règne bactérien viral, plus exactement, semble être en conflit profond, je dis bien semble, parce que c'est une question qu'on peut se poser, avec celui humain, où il serait opportun de se demander pourquoi, si nous voulons réussir à résoudre la question du comment. Le Taureau représente symboliquement non seulement le corps de la Terre, le corps de l'homme, de l'être humain, mais également tout donc, qui renvoie à sa santé, à son fonctionnement, mais également à toutes les condensations en matière. Et là-dedans, eh bien, il y a tout le système planétaire. Hein. Donc le Taureau, ça peut être tout simplement j'aime bien, je suis gourmand, j'aime bien avoir des objets qui me plaisent autour de moi, je suis sensoriel, etc. J'ai besoin de sécurité, j'ai besoin de construire, de développer un patrimoine, de le léguer, ça peut être ça, mais porté au niveau de la civilisation, c'est tout ce qui s'est condensé en matière et qui fait patrimoine. Et j'ai longuement parlé de cette fracture qui a commencé en 2018
dans la vidéo que j'ai faite en 2018, mais qui a commencé en 2019, avec l'entrée d'Uranus dans le signe du Taureau, donc où il va rester, comme je vous l'ai dit, plusieurs années, 7 ans en tout, et c'était en 2019. Donc là, c'est une année qui a été une sorte de fracture de porte. Et dans cette fracture, c'est à l'intérieur de cette fracture que se sont engouffrées les planètes qui ont transité le signe du Capricorne, à savoir Saturne, Pluton et Jupiter, dans l'année 2020. Et l'année 2020 a été une année qui a touché à la structure de toutes les choses qui sont sédimentées en structure, donc l'État, les gouvernements et les dirigeants, les lois, parce que ça se situait en Capricorne, et donc il y a eu vraiment une refonte, un éclatement des paradigmes, mais on est rentré dans ce Capricorne à partir de cette fracture d'Uranus. Et là, Saturne, je dirais Jupiter enflammant les choses sur Pluton, ont poursuivi cette action. Et c'est tout ce qui a été les réglementations, l'état civil, les frontières, les banques, les finances, les commerces, les services publics, les services citoyens, la famille, la procréation, le patrimoine, l'habitat, la santé publique, la muséographie, enfin tout ce qui se sédimente en forme et qui est institutionnalisé d'une façon ou d'une autre, c'est une liste là qui n'est pas exhaustive, a été touché. Ça, je le répète, vous ne le découvrez pas, vous ne le savez que trop bien, mais je l'explique. Et ce qui est important, c'est que toute cette condensation en matière et réglementation, elle touche les domaines les plus privés. Les gestes quotidiens les plus simples nécessitent l'application d'une loi. Par exemple, voyager demande un passeport en ordre. Aujourd'hui, s'ajoute le pass sanitaire. Mais inviter des amis pour un barbecue sur son balcon, ça peut exiger l'accord de l'Assemblée générale d'un syndic. Manger une banane, un bol de riz, un œuf, etc. Ça dépend de la mise en place de toute une chaîne alimentaire, avec des manutentions, avec des législations préalables. Cuire cet aliment, ça introduit le système électrique, autres, les facturations, etc. Donc, sans que nous y pensions, la plupart de nos actes s'inscrivent dans la suite d'une mise en place qui est réglementée. Dans les coulisses, on ne s'en aperçoit pas, c'est devenu normal, naturel. Donc, toutes ces codifications des plus importantes aux plus ordinaires, elles participent au paradigme d'une société et elles reposent sur des valeurs, et ces valeurs, surtout lorsque l'art joue un rôle là-dedans, elles vont se sédimenter dans la matière sous forme de lois, de codes, de comportements qui, à leur tour, vont fonder tout le fonctionnement d'une civilisation. Donc, ce lien entre le Taureau et le Capricorne a été très important et a touché profondément cela. Alors, il y a eu cette illusion mêlée d'espoir qu'on pouvait peut-être revenir en arrière. Là, moi-même, je n'y ai jamais cru et je n'y crois toujours pas. Parce que les transits astrologiques qui ont joué à partir de cette fracture d'Uranus et qui se sont poursuivis avec les planètes en Capricorne sont des transits astrologiques radicaux qui ne se passent pas si souvent que ça, sous cette forme-là. Et donc, il y a un avant et un après. Et entre-temps, il y a, on espère, une transformation. Alors, transformation, il y a indéniablement, notre monde a déjà changé. L'important, la question à se poser, c'est est-ce que cette transformation va nous apporter un plus de vie, un plus d'union, une avancée dans notre évolution. Hein, parce que changer, voilà, ça c'est clair que nous sommes dans un grand changement. Alors le fait que nous ne retournions pas au monde d'avant, c'est pas possible après l'impact conjugué de Saturne, Pluton enflammé par Jupiter en 2020 et exacerbé par Uranus en 2021. Tout cela indique donc une fracture et une mort de ce passé. Et c'est important de resituer donc l'année 2002 dans un contexte qui suit cela, parce qu'on ne part pas de zéro, on est dans une nouvelle étape d'un processus. D'un monde qui
il n'est pas certain qu'avant il allait si bien que ça, je pense qu'il allait un peu mieux, mais c'est pas certain qu'il allait si bien que ça, c'est-à-dire qu'il y a une mise en péril qui était préalable, beaucoup de personnes ont tiré la sonnette d'alarme par rapport à des crises climatiques qui pouvaient être gravissimes, mais la crise sanitaire a signé un non-retour. Alors, que nous disent les planètes en 2022? Parce que pour ce qui concerne tout ce préambule, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites depuis 2019 et plusieurs en 2020 et deux en 2021 pour revoir ça. Alors, d'abord, je pense que l'astrologie est quelque chose qui doit être rendu accessible. Et donc, pour le rendre accessible, puisque je ne m'adresse pas à des astrologues nécessairement, vous êtes bien sûr bienvenus si vous m'écoutez, puisque je vous écoute aussi quand je le peux. Je voudrais prendre une image pour vous faire comprendre ce que c'est qu'une conjonction planétaire, hein, parce que peut-être vous ne le savez pas. Donc, vous allez visualiser une image et vous imaginez une piste de danse. Vous êtes immobile au centre et au sol, autour de vous, il y a plusieurs cercles qui sont tracés. Et ils sont à des distances différentes et donc de grandeurs différentes. Et vous voyez aussi que depuis le centre, il y a 12 traits qui partent et qui vont diviser cette grande circonférence, ce cercle autour de vous, en 12 parties. Dans chaque partie, il y a le nom d'un signe du zodiaque. Alors maintenant, je vais vous présenter un schéma pour un peu avoir un soutien à cette visualisation. Voici donc le schéma. Vous voyez 12 parties qui représentent 12 signes. Et puis nous voyons ces cercles autour. Et nous allons en considérer seulement deux. Celui qui est le plus proche de nous et un autre qui est un peu plus loin. Et sur le premier cercle, il y a un danseur, on va dire, qui s'appelle Jupiter. Je crois que Jupiter, ça lui irait bien d'être danseur. Et il est situé dans la portion de cercle qui s'appelle, là, le signe des poissons. Vous le voyez. Et sur un autre cercle qui est parallèle, mais un peu plus éloigné de vous, et donc plus large, il y a un autre danseur, je crois que ça lui plairait aussi parce que Neptune aime beaucoup la musique, qui s'appelle Neptune. Voilà. Donc vous voyez ces deux danseurs qui sont côte à côte, en parallèle, sur deux cercles. Évidemment, ils ne se touchent pas, ils sont à beaucoup d'années et de distances différentes, mais de notre point de vue de la Terre, nous les voyons comme ils étaient l'un sur l'autre. Donc tous deux se trouvent côte à côte, sur le même degré, d'une façon parallèle. Et maintenant, je vais vous montrer encore un schéma supplémentaire pour que ce soit beaucoup plus clair pour vous. Voilà, alors maintenant que j'ai situé dans l'espace ce cycle, eh bien, je vais introduire le temps. On va dire quand est-ce que ça se passe que Jupiter et Neptune sont à ce point-là. Et j'inscris la date de 1886. Alors, vous allez me dire, mais écoutez, vous nous parlez de 2022 et vous nous montrez quelque chose qui date de 1886. Nous, on n'était même pas nés en 1886. Alors, pourquoi je parle de cette date-là et pourquoi ça nous intéresse en 2022? Mais parce qu'en 2022, cette position que je vous ai montrée, elle se répète. Parce qu'étant donné la différence de vitesse de rotation d'environ 165 ans pour Neptune et de 12 ans pour Jupiter, il a fallu toutes ces années pour que ces deux planètes se rencontrent de nouveau dans le même signe, le signe des poissons. Elles se sont rencontrées avant, bien sûr, elles se sont rencontrées 12 fois, mais dans chaque fois, un signe différent du zodiaque, donc poisson, bélier, taureau, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 1886 ? Alors d'abord, il y a eu de très grandes inondations qui ont ravagé Paris, la Loire et le Sud, avec une grande montée de crues, très exceptionnelle. Et en même temps, c'était une année florissante pour la France avant des réajustements fameux en 1887, qui est juste l'année qui suit. Sur un plan politique, Wikipédia nous dit que le traité de Paris a mis fin à la guerre de Crimée,
qui s'est étalé de 1854 à 1856. Et donc, ça a brisé l'isolement de la France. Alors voilà, on se dit, ah, tiens, c'est intéressant. Il y a un isolement qui a été brisé. Nous avons un confinement que nous tentons de briser. Peut-être qu'il y aurait quelque chose qui va s'assouplir au niveau de ce confinement. Alors, il y a eu toute une modification de l'Europe entre l'Empire ottoman et les puissances européennes. Alors là, je me dis, ah, tiens, intéressant, puisque dernièrement, il y a eu une visite du président français en Arabie Saoudite pour de nouveaux accords qui font parler. Donc, bien, alors qu'est-ce qui se passe là qui peut changer au niveau des distributions de pouvoir dans le monde et des accords? Et il y a eu un sentiment de libération qui s'est fait. En Belgique, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, du côté positif, ce sont les festivités du 25e anniversaire du roi Léopold, qui a eu une certaine aura en Belgique, mais aussi la grève belge de 1886, qui est une révolte sociale, qui désigne une vague d'émeutes très importante de grève ouvrière et qui est presque là le début, la première grève insurrectionnelle qui a été provoquée par des inégalités sociales grandissantes dans un contexte de crise économique. Et c'était sans encadrement politique, mais à partir de là, il y a eu les syndicats naissants. Donc il s'agit sans doute de la première grande révolte ouvrière dans la Belgique industrielle. Et elle s'est terminée d'une façon assez dramatique, avec beaucoup de morts et parmi les insurgés. Donc il y a eu des obstacles, hein. Il y a eu les forces de l'ordre qui ont mis de l'ordre. Donc on se dit, tiens, aujourd'hui nous sommes quand même dans une crise pandémique qui a entraîné une crise mentale, une crise morale et une crise économique grave, sans rentrer dans tout ce que j'ai expliqué dans toutes les dernières vidéos. Donc, on ne va pas dire qu'il va se repasser la même chose qu'en 1886, parce que l'histoire ne se répète pas de la même façon, et puis aussi parce que, bien entendu, tout n'est pas identique au point de vue d'astrologique de ce que j'ai dit. J'ai pris un facteur qui est Neptune, Jupiter. Je n'ai pas pris toute la carte de l'époque, toute notre carte actuelle. Et à l'époque, il y avait une tension très très forte sur l'aspect de Jupiter-Neptune qui a certainement participé à empirer les choses. Ce n'est pas le cas actuellement. Par contre, nous le verrons, cette conjonction Neptune-Jupiter s'enchâsse dans un encadrement de porte, on va dire, et cet encadrement de porte, il est lié à Uranus et Saturne qui sont en tension et qui ont créé tous ces conflits en 2021 que j'ai beaucoup expliqué par la numérologie avec les contradictions de l'année 5 où il y a à la fois la liberté et la difficulté par rapport à la liberté et toute la réglementation par l'informatique, l'intelligence artificielle. Donc comment est-ce que cette liberté, elle se met en place, hein? Donc là, je crois que je ne dois pas vous expliquer parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Alors, tout ça, je vais l'aborder maintenant du point de vue de la symbolique qui est associée aux planètes. Dans les planètes, nous donnons comme ça le nom des planètes, Jupiter, Saturne, etc., sans penser, si nous ne sommes pas férus de mythologie ou d'astrologie, sans penser que c'est le nom de dieux, des dieux romains qui ont repris la mythologie grecque. Alors, je ne suis pas du tout en train de vouloir revenir à une époque quasi animiste, où derrière un arbre il y avait un dieu ou une nymphe, ni nous sommes dans des religions monothéistes d'une façon générale et dominante. Mais ce qui est important, c'est que cette civilisation ancienne avait projeté quelque chose de l'inconscient personnel et collectif sur des forces externes. Et ce qu'elle a projeté, c'est archétypal. Par exemple, si vous allez dans un magasin, si tant est que vous en trouvez un d'ouvert,
et que vous voyez Hermès par exemple, bon, je ne vais pas chez Hermès, mais bon, on peut voir Hermès. Bien, Hermès, c'est le nom d'un dieu grec qui est devenu Mercure chez les Romains, et c'est lié au dieu du commerce et au dieu de ce qui communique et qui transporte. Et Hermès, c'est un magasin commercial, mais surtout ils transportent, puisqu'ils ont presque inventé le sac. Hein. Donc le sac, si nous sommes des femmes, nous savons que le sac c'est très important. Un sac qui dure longtemps, qui a une classe et où on trouve ce qu'on y a mis. Ça c'est moins évident. Et donc voilà. Et puis vous avez des chaînes de magasins, des chaînes d'hôtels qui s'appellent Mercure. Mercure, ça c'est autre chose, c'est toujours ce Mercure-là, mais c'est ce déplacement en voyage. Parce qu'on peut aller à l'hôtel pour les vacances, mais on peut y aller juste parce qu'on a besoin de passer une nuit, parce qu'on voyage pour affaires. Voilà. Donc il y a des noms comme ça qui sont passés. Et puis au niveau des mythes, par exemple, quand vous dites comme ça, ah, écoute, c'est vraiment Sisyphe, hein, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous êtes en train de recommencer encore une fois la même histoire. Voilà. C'est un mythe qui vient de la Grèce antique. Donc ça correspond à des archétypes qui ne sont pas négligeables. Et si je parle de cela, c'est parce que dans les planètes, pour des raisons à la fois que je n'expliquerai pas ici parce que ce n'est pas le propos, et parce qu'elles ne sont pas si simples que ça à expliquer, dans le sens où une partie n'est pas explicable, j'en sais rien moi-même, toujours est-il qu'il y a une synchronicité, une concordance entre le mouvement des planètes et ce que nous ressentons lors de ces mouvements de planètes et qui se trouve être en écho, de signification du symbolisme qui était celui des dieux antiques. Et c'est assez inouï. Hein, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que sinon on va rentrer dans un autre type de conférence. Donc nous sommes pleinement concernés sur la planète Terre, même par ces planètes lointaines, parce qu'il y a cette résonance de sens, cette résonance symbolique entre ce qui est en haut et ce qui est en bas. Et c'est cette résonance que je vais aborder. Et pour l'aborder, pour la faire comprendre, je vais vous raconter une histoire mythique. Pour certains, ça sera une répétition, parce que si je ne la mets pas là et que je vous dis, écoutez, vous allez voir l'autre vidéo, vous n'allez peut-être pas aller la voir, et elle va manquer ici à la compréhension, et peut-être que ceux qui l'ont déjà entendue, eh bien, ça sera une révision, et j'essaierai de la raconter d'une façon différente. Donc, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit, d'aller vers une civilisation ancienne, de retourner chez les Grecs, mais d'être en contact avec ces archétypes qui nous traversent et qui traversent le monde dans lequel nous sommes. Hein, parce que on n'a pas inventé en tant qu'astrologue qu'il y avait Pluton, Jupiter et Saturne dans le signe Capricorne. C'est une donnée astronomique. Et on n'a pas inventé non plus ce qu'on a vécu pendant cette année-là. Et c'est absolument en résonance de sens. Donc voilà, donc cette substance mythologique, elle correspond à des archétypes fondamentaux. Elle s'est transportée jusqu'à nos jours et elle se trouve associée à des planètes du même nom. Et que nous évoque cette réalité astronomique de Jupiter, donc? Bien, Jupiter, c'est la 5e planète du système solaire par ordre d'éloignement du Soleil, avec laquelle elle a des ressemblances dans le sens où elle est très chaude, elle est très lumineuse, elle a une très grande masse, elle est presque un soleil à elle-même, et elle est la plus volumineuse de toutes les planètes réunies. Donc son renflement léger au niveau de la circonférence de l'équateur permet de générer un très important champ magnétique, et c'est la plus puissante planète du système solaire. Donc cette description scientifique, on va voir, elle est en résonance avec le sens symbolique qui a été attribué à Jupiter dans l'Antiquité, en tant que dieu donc. Donc moi je le reprends en tant que mythe, en tant qu'archétype, et pas en tant que dieu, puisque nous ne sommes plus du tout au temps du dieu Jupiter. Donc ce dieu, quand même, Jupiter, qui est tout puissant, il contrôle la foudre, il contrôle le feu du ciel.
et son rôle dans l'ancienne mythologie grecque a été d'apporter un changement fondamental dans l'ordonnance du monde. Alors, je ne suis pas en train de parler d'un nouvel ordre mondial, hein. Je suis en train de parler de ce changement dans l'univers, d'une mythologie qui a précédé Jupiter et d'une mythologie, d'un changement dans la mythologie qui a été accessible, qui s'est mis en place à partir de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'il y avait avant Jupiter? Eh bien, avant Jupiter, il y avait des grandes forces personnalisées, surdimensionnées, divinisées, où l'humain avait peu de place. Alors, ces grandes forces, elles étaient humanisées, mais c'était surtout des grandes forces. Donc on avait une figure maternelle énorme qui était la Terre, Gaïa. Mais Gaïa, c'était à la fois la terre, la montagne, les prairies, c'est toute la substance terrestre, c'est le corps terrestre, avec les plantes et les forêts. Et elle est à la fois première et unique. Donc c'est un système qui met le féminin comme origine du monde, comme l'origine fécondante du reste. Donc cette force primitive, elle est extrêmement créative, nous le verrons, et elle peut être tout à fait violente, avec des tempêtes, avec des tremblements de terre et d'autres cataclysmes naturels qui se sont amplifiés d'une façon alarmante aujourd'hui, mais ils ne datent pas d'aujourd'hui. La Terre a toujours eu un élément violent et un élément champêtre, mais pas que, et nous le reverrons. Et elle va engendrer d'elle-même le principe masculin. Donc le principe masculin n'existait pas avant, elle l'engendre sous la forme d'un fils. Donc elle se divise quelque part. Et elle crée un fils qui s'appelle Uranos et qui lui va quitter la mer pour prendre son territoire et sa personnalité de lui-même et il va aller au ciel, où il va représenter le dieu du ciel et de la pluie. Donc il va devenir le principe masculin par rapport à un principe féminin sorti du féminin. Donc c'est une vision matriarcale des choses, j'insiste sur ça, parce que dans l'année 2022, l'élément féminin est très important. Et de cette union, Uranus, il va au ciel, et l'histoire qui est belle, puisque ce sont des histoires imaginaires, nous raconte que Uranus, toutes les nuits, couvre la Terre. Hein, la nuit, en effet, couvre la Terre pendant la nuit, le ciel couvre la Terre pendant la nuit, et que de là vont naître des enfants. Alors, je précise qu'ici, il ne s'agit absolument pas d'inceste, c'est tout à fait au-delà, et c'est une explication de l'origine du monde à partir d'une force matricielle, matriarcale. Bien sûr, on peut aussi l'expliquer d'un point de vue psychanalytique, mais ce n'est pas le propos ici. Donc ces forces divinisées sont éloignées des messages aussi des religions monothéistes, j'insiste là-dessus, pour faire revenir la question de l'ombre et la lumière. Parce que dans le message christique, par exemple, je ne prendrai que cette religion monothéiste-là parce que je ne suis pas assez compétente pour parler des autres. Il y a un seul Dieu et il n'est que amour et lumière. Mais le mal existe, donc le mal va être encapsulé quelque part dans ce fameux arbre avec cette fameuse pomme, et il va être celui qui était dans la lumière et qui a quitté la lumière, qui est donc Lucifer, où il y a lumière dans Lucifer, hein, par étymologie, et il va devenir le malin, le diable, c'est-à-dire celui qui étymologiquement divise, c'est-à-dire qui va diviser en réintroduisant le mal et en rompant l'unité. Et depuis, nous sommes dans cette dualité polarisante entre ce que l'on met d'un côté le mal et ce que l'on met et l'erreur et ce que l'on met de l'autre côté qui est le bien. Et on est dans cette opposition entre à l'extérieur et l'intérieur. Et cette opposition, cette dualité, elle se renforce toujours dans une situation de tension, de conflit. Alors le mal peut être un autre pays, le mal peut être mon mari, le mal peut être mon voisin, mes enfants, donc un autre pays, etc., une autre religion. Le mal peut être en moi-même, mais il y a toujours cette dimension d'un mal et d'un bien. Aujourd'hui, le mal
c'est le Covid. Et le bien, majoritairement, c'est le vaccin. Et puis, comme tout le monde n'a pas la même opinion, le bien, parce que c'est les plus nombreux, ce sont les personnes qui sont pour le vaccin, et le mal, puisque c'est les moins nombreux, c'est les personnes qui sont contre le vaccin. Alors là, je ne prends aucune position, ce n'est pas mon propos, j'essaye d'expliquer astrologiquement, et chacun fait son évaluation suivant ses propres valeurs. Donc, nous avons aujourd'hui une exaspération de la polarité qui est montrée par cette fracture commencée par Uranus en 2019, poursuivie par la tension entre Saturne et Uranus, et qui arrive donc qui est arrivé à une sorte de paroxysme. Et on va voir que les poissons, eux, ils veulent la réunification. Donc, ce Jupiter, est-ce qu'il peut amener la réunification en s'associant avec Neptune dans le signe des poissons? Qui est Jupiter? Eh bien, c'est toute une histoire, Jupiter. Parce que je vous ai parlé de Gaïa et d'Uranus, qui est donc une sorte de principe féminin primordial et de principe masculin primordial, mais qui n'ont pas cette prise de conscience que vont amener les religions monothéistes, c'est-à-dire de dépasser nos dualités pour arriver vers plus d'humanité. Alors, est-ce que ça s'est passé dans l'histoire? Ça, c'est une autre paire de manches. Donc là, dans les religions polythéistes, avec Jupiter, les dieux, ils sont exactement comme les humains. C'est-à-dire que Jupiter, il est jaloux, il trompe sa femme, il court un peu partout, il se met en colère, voilà. Il peut être très très en colère, donc il n'est pas du tout dans la dimension. Donc c'est comme un humain, mais c'est un humain qui a beaucoup plus de pouvoir et surtout qui est éternel. C'est ce qui va distinguer les dieux. Et pourquoi il a plus de pouvoir et plus de puissance? Parce il incarne une force archétypale. Vous savez, quand vous êtes très en colère, que vous êtes rouge ou vert de rage, rouge de colère ou vert de rage, à ce moment-là, vous incarnez la colère. Hein? Vous êtes théâtralisant la colère. Mais vous ne pouvez pas être comme ça tout le temps. C'est-à-dire que c'est un moment de vous. Vous n'êtes pas un archétype de la colère. Parce qu'alors là, vous seriez mort sur le coup ou dans pas longtemps. Et puis ça se terminerait très mal pour vous et pour les autres. Tandis que les dieux représentent cette force que les humains ont projetée sur eux. Et donc ils représentent un archétype. Donc quand on rencontre cet archétype, eh bien, on est en contact avec une force qui est en nous. Et c'est ça qu'il faut retenir. Le reste, on s'en fout. Jupiter, Neptune, qu'est-ce que c'était dans l'Antiquité grecque? Nous sommes aujourd'hui. Mais par contre, ces archétypes fondamentaux, ces forces fondamentales, elles nous habitent. La colère, nous savons ce que c'est. La tristesse, nous savons ce que c'est. La jalousie, nous avons su ce que c'était. D'accord? Non. Et l'élan, l'amour, le sentiment fusionnel, j'espère que nous avons tous eu au moins une fois l'expérience de savoir ce que c'est. Et c'est là que ça correspond à des archétypes qui étaient incarnés d'une façon beaucoup plus massive, beaucoup plus totale par les dieux. Alors, Jupiter, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, ces enfants que Uranus et Gaïa ont, ils sont à leur image, c'est-à-dire ils sont très grands et ils sont surtout extrêmement créatifs, à l'image d'Uranus qui est très créatif, puisque chaque fois qu'il couvre la Terre, elle est fertile la Terre, mais enfin Uranus, il a ce qu'il faut aussi, puisqu'il y a chaque fois un enfant qui naît, mais ils sont surdimensionnés, c'est-à-dire qu'ils ont un seul œil, ce sont des géants, ils ont 100 bras, ce sont des titans, ils sont énormes. Et donc, cette progéniture, Uranus, qui n'est pas du tout le dieu du monothéiste, eh bien, il en a honte, il en a peur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les confiner, comme on dirait aujourd'hui. Et donc, il les met dans des grottes, etc., il les malmène. Pourquoi? Mais parce qu'il en a peur et qu'il en a honte. Et c'est pas du tout du goût de Gaïa de la mer, dans ce principe féminin archétypal,
qui va fomenter un complot. Donc vous voyez un peu la Vierge Marie en train de fomenter un complot, ça ne fait pas partie, n'est-ce pas? Donc ces dieux, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que ces dieux, ces archétypes, ce sont des forces qui nous habitent et que nous devons conduire à plus d'humanité, à plus de paradis à l'intérieur de nous et sur terre. Ce n'est pas acquis dans ce langage-là. Donc ces dieux grecs, ils sont très proches de nous. Ils sont très proches aussi de la partie héroïque en nous, parce qu'il y a des héros, grâce aux dieux, qui enfantent avec des humains et qui créent des demi-dieux. Ces demi-dieux qui sont à la fois humains et divins, ils vont être héroïques. Et donc, cette mythologie grecque, ce qu'elle a d'extraordinaire quand on la rapporte aux planètes, c'est qu'elle montre ces forces archétypales en nous, elle montre ce combat de l'ombre et la lumière dans le monde, mais aussi en nous, et elle montre notre part qui peut être héroïque, c'est-à-dire une part de dépassement, qui existe bien sûr dans les religions monothéistes, mais seulement là, je dirais que c'est plus proche des archétypes qui nous habitent. Donc, cette mère qui n'est pas du tout contente, elle va fomenter un complot et elle est violente, je vous l'ai dit, elle n'est pas simplement une nature champêtre, donc elle est capable d'être violente, cette terre, d'avoir des cataclysmes, et elle va faire un complot qui est sanglant. Et c'est ainsi que va s'incarner le destin d'un fils, Saturne, dont je vais reparler, j'ai déjà parlé. Et alors, qui est-il Saturne? Eh bien, c'est le fils d'Uranos et de Gaïa. L'un des fils est un titan, donc il est énorme. Et il va faire un acte qui va lui valoir destin. C'est-à-dire qu'une nuit, il va se coucher sur la mer et il va castrer son père pendant cette nuit, hein, avec un coup de faucille. Alors là, bien entendu, on peut l'expliquer d'une façon psychanalytique, c'est pas le propos ici. Dans l'inconscient collectif archétypal, il y a donc cette dimension de Saturne qui va tronquer la capacité procréative du Uranus. Ça, c'est très important parce que c'est ce que nous ressentons. C'est-à-dire qu'un coup, nous avons une capacité de nous libérer, de mettre de l'espoir dans les vaccins ou pas selon ses convictions. Et puis, les mesures reviennent et cela est codifié, cela est empêché, etc. Donc, on a vraiment une tension qui se fait entre je peux pas, je peux, mais comment je peux, quand est-ce que je peux, quand est-ce que je peux pas. Et il y a toujours cette tension qui chaque fois verbalise quelque part, autorise, verbalise, autorise, verbalise, autorise, verbalise. Et ça, c'est donc la tension entre Saturne et Uranus dans le ciel. J'ai parlé de Neptune, Jupiter, mais ne vous inquiétez pas, je vais y revenir. Cette tension qui est cet encadrement de fenêtre dans laquelle va se placer le mouvement de Neptune et de Jupiter, elle est là dans ce passé archétypal. C'est-à-dire que nous avons ce Saturne qui a castré le père. Hein, et le père, c'était un grand créatif, mais un créatif, un génie, un Mozart, hein, on va dire, mais en même temps, ça n'allait pas du tout parce qu'il y avait des ratés là-dedans. Il y avait des enfants qui avaient beaucoup de problèmes. Donc, il y avait des dérives. Et donc, Saturne, quelque part, il met fin aux dérives d'Uranos en le castrant. Mais il ne met pas simplement fin aux dérives d'Uranos, c'est à comprendre, il ne met pas simplement fin à une liberté qui serait insurrectionnelle, complètement anarchique, destructrice, où tout le monde fait ce qu'il veut, quand j'en ai envie, peu importe la liberté de l'autre. Non, il ne met pas simplement de l'ordre dans quelque chose qui n'allait pas, parce que ça n'allait pas ce que faisait Uranus, de se permettre tout comme ça, sans respect, en ne pensant qu'à ce respect à lui. Mais il fait autre chose, c'est-à-dire qu'il a peur, ce Saturne, comment s'en apercevoir? Il a peur, et donc quand il va avoir lui-même des enfants avec son épouse,
eh bien, il va avoir peur d'être castré à son tour. Alors là, on n'est plus dans la partie psychanalytique, si ça vous intéresse, sexuelle, génitale, pardon, puisqu'Uranus a été castré. Là, on va être dans la partie orale, puisque Saturne va devoir vomir ses enfants, et avant de les vomir, eh bien, il les aura avalés, il les aura engloutis. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer que son épouse va faire la même chose que la mère de Saturne, qui est d'ailleurs aussi sa mère, puisqu'ils sont frères et sœurs. De nouveau, ce n'est pas du tout quelque chose qui est incestuel, mais c'est une vision du monde où les principes doivent se séparer les uns des autres. Le masculin doit engendrer le féminin, engendre le masculin pour devenir masculin et féminin, etc. Parce qu'au départ, il n'y a pas assez, si vous voulez, dans la chaîne. Donc, on a Saturne qui, d'un côté, met de l'ordre, qui fait une sorte d'âge d'or, parce qu'il met de l'ordre, donc il met de l'ordre par rapport à la monstruosité qu'il y avait également contenue dans Uranus, mais il est aussi sanglant et violent, puisqu'il va faire l'appareil à ses enfants. Et que son épouse va donc faire la même chose que sa mère, elle va vouloir empêcher ça. Et pour empêcher ça, qu'est-ce qu'elle fait? Alors elle, par contre, elle ne fait pas un acte sanglant, et c'est important de le voir, parce que c'est important de le voir parce qu'on va parler du symbolisme de Jupiter. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle en a marre de voir son mari envaler ses enfants, et donc elle va prendre une pierre, elle va l'emmailloter, et à la place du dernier né qui s'appelle Jupiter, elle va faire avaler à son mari cette pierre. Alors bien sûr, ce sont des histoires, il ne faut pas les prendre en tant qu'histoire, il faut les prendre parce qu'en tant qu'histoire, je veux dire amusante. Elle peut être amusante, on peut beaucoup rire avec ça. Moi, j'ai raconté ça avec mes enfants et on était morts de rire. Mais c'est un... comment dire, ce sont des histoires profondes. Hein, quand on raconte des histoires d'ogres et tout ça, c'est tout un étayage de l'imaginaire qui se fait chez l'enfant. Ce n'est pas rien. Donc, ce Saturne qui est en train d'avaler tout ça parce qu'il a peur de tout voir, d'un côté, il représente l'ordre, mais il ne représente pas que l'ordre, il représente l'avidité. Et il représente donc le pouvoir, il est donc asservi à l'ego. Et ça, c'est le danger de Saturne qui peut tout à fait nous structurer, nous mettre de côté d'un ordre de colonne vertébrale, de rectitude, d'authenticité, de rectilinité, je dirais, de nous-mêmes, mais aussi de quelque chose qui peut être rigide et qui peut nous tendre vers une avidité de toujours en vouloir plus, d'être dans l'envie et d'avoir peur qu'on nous prenne. Donc c'est un Saturne qui va nous empêcher d'avoir le sentiment d'être et qui va mettre à la place le sentiment de l'avoir. Et l'avoir sans être, c'est une avidité qui n'en finit pas parce qu'elle ne remplit jamais. Et qu'on va toujours trouver un rival qui vous enlève ce que vous croyez vous apporter le nirvana. Et qui bien sûr ne vous l'apportera pas parce que si vous l'avez, vous voudrez autre chose. Donc voilà, si vous voulez, l'ombre saturnienne. Donc elle emmaillote ce bébé, cette pierre, et pendant ce temps, Jupiter, il est sauvé. Alors, je ne vous raconte pas toute l'histoire de Jupiter qui est sauvé, qui est nourri avec une chèvre, un lait spécial, avec du miel, etc., qui est suspendu dans un berceau par les nymphes, bon, etc., etc. Donc, c'est quelque chose d'absolument magnifique et idyllique. Ce qu'il faut voir, c'est que Jupiter, c'est le seul qui a été sauvé, et c'est celui qui n'est pas sauvé par un acte sanglant, c'est important. Et il aurait pu être sauvé et dire « Ah ben voilà, génial, moi je suis sauvé, après moi le déluge ». Pas du tout. Il est sauvé, et là s'accomplit son destin. C'est un sauvé qui va devenir sauveur. Alors il a la chance d'être sauvé, et il va donner la chance de gracier celui qui est sauvable. Donc, on a fait de Jupiter un très grand bénéfique. Et c'est vrai qu'il a une action bienfaisante,
Mais comme je vous l'ai dit, c'est le dieu de la foudre, c'est le dieu de la colère, etc. etc. Il ne faut pas oublier ces aspects d'extravagance et d'amplification, parfois sans limite, sur lesquels je reviendrai. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, lui, il va mettre un nouvel ordre, il va confiner son père dans un lieu tout à fait fermé, d'où il ne pourra plus nuire, et lui, il va s'accorder l'Olympe. Mais pas que. Ça va pas être sans révolte, etc. J'insiste là-dessus. Donc ce passage à un autre ordre ne se fait pas comme ça, tac. Hein. Mais il est également très stratégique, Jupiter, c'est-à-dire qu'il va faire alliance avec ses frères et ses sœurs, qu'il va faire vomir à son père, et chacun va prendre une place dans le cosmos, on va dire. Qui va prendre la mer? C'est Neptune, j'y reviendrai. Qui va prendre le dessous de la Terre? C'est Pluton. Donc, chacun va avoir son territoire et son rôle. Donc on est presque dans une Europe olympique, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, on a un Jupiter qui est devenu un dieu par destin, et qui donc, par son rôle, va redistribuer les pouvoirs en les partageant. C'est donc un changement radical sur tous les plans. Dans cette vision ancienne, ça va atteindre les plans politiques, économiques, familial, social, relationnel, parce que pendant qu'on croit dans les dieux, il y a un peuple qui vit, qui croit à ces dieux. Donc, je souligne que Jupiter a été gracié, il a eu une chance, il accorde à son tour la grâce, il partage en alliance, il est donc solidaire, et il est très bon, très bienveillant, malgré des grandes colères, et parfois très très cruelles et violentes, lorsqu'on s'oppose à sa bienveillance paternaliste, patriarcale. Donc on est passé d'un monde matriarcal qui avait, comme vous l'avez vu, sa violence, et pas que sa bonté, à un mode patriarcal. Et donc, ce Jupiter-là, avec tout ce background-là dont je vous ai parlé, eh bien c'est lui qui va conjuguer son influence à Neptune. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en astrologie, les planètes gouvernent un signe. Et que dans l'Antiquité grecque et romaine, on ne pouvait pas voir, on n'avait pas les appareils qu'on a eus à partir de la fin du Moyen-Âge, Renaissance, et donc on ne voyait pas au-delà de l'anneau de Saturne à l'œil nu. À partir du Moyen-Âge, on a commencé à découvrir des planètes. On a d'abord découvert Uranus. Je vous raconterai comment et quand on l'a découvert, c'était important. Et on a découvert Neptune. Mais avant qu'on ne découvre Neptune, Jupiter était le maître du Sagittaire, il l'est toujours, et il était également le maître des Poissons. Alors, maître du Sagittaire, c'est un signe de feu, vous allez me dire, le feu passer à l'eau, qui est le signe des Poissons, c'est quand même bizarre. Pourquoi il y a cette affinité? Parce que Jupiter n'aime pas les limites, il est dilaté, les Poissons aussi. Il est très lié à la connaissance du divin, et les Poissons sont très liés à la connaissance du divin, mais pas tant par la connaissance mentale, mais par l'expérimentation plutôt mystique, parce qu'il est du côté de sauveur, et que donc il participe grandement à des symbolismes qu'on retrouve dans le signe des Poissons. Et que de plus, il a le don de la métamorphose, donc l'eau, ça se métamorphose, vous savez, l'eau, vous la mettez dans un verre, elle prend la forme du verre, vous la mettez dans une bouteille, elle prend la forme de la bouteille, et vous la mettez, je ne sais pas, dans un tube, elle prend la forme du tube. Donc l'eau, elle se métamorphose, et Jupiter avait le don de la métamorphose. Alors pourquoi il se métamorphosait? Bien généralement pour enchanter le terrestre. Et dans le terrestre, il enchantait ce qu'il enchantait lui, c'est-à-dire souvent des belles terriennes. Mais ce n'est pas tant l'histoire de la séduction, je dirais, à la Don Juan, sur le plan de l'aventure,
qui est importante à retenir, c'est pas tant de ça qu'on parle, mais c'est plutôt du fait que chaque fois que Jupiter séduit une terrienne, il y a un enfant qui naît. Et cet enfant, justement, ça va être un enfant qui a une part d'éternité, une part de divin. Et ce symbolisme est extrêmement important à connaître, car nous avons tous en nous une part de divin, une part d'éternité, et puis une part de grande finitude, et une part de pas divin du tout. Donc, cette dimension de Jupiter, c'est cette dimension de mettre du divin à l'intérieur de l'humain, et pas simplement d'exercer un droit de cuissage, on va dire. Et dans l'une des métamorphoses qu'il a, c'est de se métamorphoser en taureau pour séduire une très belle jeune fille qui a pour nom Europe. Et lorsque Europe touche et caresse le taureau, il l'emporte au loin, etc. Je vous laisse imaginer la suite. Et c'est à ce moment-là seulement, il montre toujours son vrai visage après et pas avant. Donc il est dans une tromperie, dans une illusion qui est très proche aussi de ce qui peut se passer avec Neptune. Donc ce n'est pas un hasard si il était le maître de Neptune, des poissons, et qu'aujourd'hui nous avons Neptune qui devient le maître des poissons à partir du moment où il a été découvert, et il a été découvert plus ou moins au moment de l'essor du communisme et quand Karl Marx a fait son manifeste, et où on est allé vers cette dimension globalisante où l'individu n'a plus d'importance, il devait se fondre dans la foule, et c'était bien sûr l'exaltation du peuple, mais on s'est aperçu assez rapidement que le peuple était tout à fait asservi, c'était pas que l'individu qui était asservi, c'était donc le peuple aussi. Donc on a eu un effet de masse, on a eu quelque chose de cette montée du régime de gauche, à ce moment-là c'était le communisme, après bien sûr c'est devenu autre chose, et où il y a quelque chose où le peuple est au premier plan. Et donc on a une dimension là qui va être très importante en 2022, où on a à la fois ce Jupiter et ce Neptune qui sont très forts, qui se renforcent. Et nous avons vu que ce sont donc deux frères, puisque Jupiter il va donner à chacun son royaume, et Neptune va régner donc sur les eaux. Et dans les eaux, il n'y a pas que des poissons rouges, figurez-vous, il y a aussi des monstres marins, il y a des sirènes qui rendent les matelots fous, et par leur chant, cela a expliqué à l'ancienne grecque le fracas des navires contre les rochers, et son emblème est le trident. Et vous savez que quand avec cette histoire, cette arme féroce métallique en harponne, donc j'insiste sur ces points parce que parfois j'entends que Neptune est une force spirituelle qui fait que tout le monde est gentil, qu'on arrive dans le monde des bisounours, mais pas du tout, tout le monde n'est pas beau, n'est pas gentil avec Neptune, et quand on ne le vit pas en conscience, eh bien on peut être victime de ces monstres émotionnels, de ces monstres dans le fond sous-marin de nous-mêmes, des sirènes de l'illusion, des débordements chaotiques émotionnels de toutes sortes. Et dans le monde grec, eh bien c'était très 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 important cet élément-là. C'était également les eaux, le monde de la découverte, le monde de l'ouverture, parce qu'avec les bateaux, on pouvait aller découvrir d'autres mondes, on pouvait faire des commerces, on pouvait découvrir d'autres hommes et d'autres femmes, donc on pouvait agrandir sa race en s'ouvrant à une autre race, à une autre civilisation, parce que voilà, à X kilomètres, c'était déjà un autre monde, ça allait plus vite que les jambes, ça allait plus vite que les chevaux, donc les mers c'était extrêmement important, c'était le lieu de l'inconnu, des grandes découvertes, mais aussi des grands engloutissements, et c'était un monde où il y avait également la guerre avec les eaux, les navires de guerre, et ces navires de guerre, ils demandaient, il y a des guerres fameuses dans la Grèce antique. Tout cela pour dire que nous avons là quelque chose qui est de l'ordre de la grâce, qui est de l'ordre
de sauver, de sortir, d'aller vers l'ouverture, mais qu'il y a beaucoup de chaos aussi à l'intérieur de ça. Il y a beaucoup de choses à mettre à la norme. Il y a un rassemblement au niveau de la population, c'est-à-dire que l'homme, le peuple fait d'homme va être au premier plan, mais est-ce que c'est à nous de faire que ça va être l'unité à l'intérieur de nous et à l'intérieur de nous et l'unité à l'extérieur dans une cohésion, dans une unification, et pas une sorte de perte de soi dans la foule, dans la masse, et d'amalgame qui fait qu'on n'est plus rien du tout et qu'on est une sorte de troupeau qui est amalgamé ensemble. Donc, si j'ai parlé profondément de ces mythes, c'est pour vous faire comprendre les forces archétypales puissantes qui sont à l'arrière des mouvements planétaires. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans les effets de ça pour 2022. Donc là, je vais voir la question de la santé, je vais voir plusieurs questions, l'habitat, enfin beaucoup de le travail, la science, etc. Je vais ventiler cela pour la suite. Donc nous allons voir maintenant les différents aspects dans les différents secteurs de vie. Et tout d'abord la santé, bien sûr, ça nous intéresse en premier lieu. La pandémie risque de faire toujours parler d'elle en 2022. Pourquoi? Bien d'abord, nous avons eu ce nouveau variant qui se met dans cet enfermement-là de l'attention, cet encadrement de fenêtre dont j'ai parlé d'Uranus et de Saturne. Donc il y a cela. Je ne suis pas convaincue qu'il y aura tellement de variants l'année prochaine parce que le variant est vraiment lié à cette action Saturne-Uranus, mais aussi cette multiplication de la forme, de la variation de la forme. C'était très lié à l'année personnelle, l'année universelle en numérologie qui est l'année 5. Et là, nous sommes dans une année 6 qui est avec un plus grand désir de stabilité, même si ça ne sera pas évident à obtenir. Donc j'ai plutôt l'impression que ce n'est pas une question de variant, mais c'est une question plus de contagion ou de sensibilité du système immunitaire qui risque d'être importante. Parce que cette vibration ne va pas dans le sens de la mobilité. Voilà. Donc, ça pourrait être quelque chose qui nous échappe encore plus, qu'on ne comprend pas. Donc, un élément de contagion. Et plutôt que les vaccins, je verrais plutôt les remèdes, parce que dans Neptune, il y a quelque chose qui est en relation avec le chimique, avec l'alternatif aussi. Donc, on pourrait peut-être avoir des surprises, avoir des aides de ce côté-là. Neptune, il est du côté de tout ce qui est propagation par contagion, par parasites, par bactéries. Donc c'est la fragilité immunitaire, la fragilité glandulaire, donc parfois une extrême fatigue, une tendance aux infections, une perte d'ancrage. Donc l'année 2020, c'était celle du Covid associée aux décisions gouvernementales. Toutes les structures de notre civilisation, je l'ai dit, ont été contaminées, littéralement. Elles ont presque attrapé le virus, on va dire, autant si pas plus que nous. Et l'année 2021 qui s'achève, c'était celle des vaccins, si on se focalise uniquement sur le Covid, parce qu'il s'est passé vraiment beaucoup d'autres choses dans le monde, hein, avec des guerres, avec des choses magnifiques, avec des choses atroces. Et voilà, il n'y a pas que le Covid. Donc, c'était celle des vaccins, c'était celle avec l'année 5 de désir de liberté, l'illusion d'un monde qui reviendrait avec la liesse aux terrasses et les voyages possibles avec le pass sanitaire, malgré les réglementations, etc. Et comme je l'ai dit, avec la puissance des symbolismes concernés, ce n'est pas possible d'avoir le monde d'avant. Nous sommes déjà dans un monde d'après. Donc, on ne peut pas parler de santé sans parler de médecine. Alors au niveau des soins, mais je pense que la recherche de traitements novateurs est toujours présente, mais je pense qu'il y aura encore quelque chose de différent qui relève moins du domaine du Verseau où il y a toujours cette réglementation,
ces normes, etc. Mais on est plus du domaine du remède, du soin, de l'assistance. Qu'est-ce que c'est que soigner? Comment est-ce qu'on va considérer les hôpitaux? Comment est-ce qu'on va considérer les malades? Est-ce qu'il y aura toujours des soins en hôpital et qui relèvent de l'assurance maladie? Comment est considéré le corps de l'homme et sa relation à l'environnement? Comment est considéré le corps médical? Les personnes qui soignent, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Parce qu'il y en a qui sont vraiment dans des situations difficiles, qui sont exténuées, qui n'en peuvent plus, qui ne sont pas d'accord avec les vaccins. Donc c'est quelque chose, c'est un milieu qui est très menacé. L'hôpital n'allait pas très bien en France, en tout cas en France et peut-être ailleurs aussi. Et donc, c'est toute la question de la santé qui est en question et de l'assistance, de la considération de l'homme comme étant pris en charge au niveau de la santé. Vous le savez bien sûr, aux États-Unis, c'est droit d'être soigné, d'avoir la santé non pas gratuite parce qu'on la paye dans nos impôts, mais enfin qui fait partie d'un service public obligatoire. Elle est spécifique à des pays comme l'Europe. Elle n'existe pas ailleurs, comme n'existe pas le chômage. Donc, et toutes ces choses qui sont faites, ces services publics qui sont faits pour le peuple, eh bien ça va changer. Parce qu'avec Neptune, on considère toute la totalité du monde, mais c'est encadré par Saturne et Uranus qui, eux, l'un va du côté de la liberté et de la nouveauté, mais l'autre va du côté des codes et des réglementations. Donc cette santé va réintroduire l'humain, mais comment est-ce qu'on va introduire cet humain dans le soin, en dépassant la notion de Covid, hein? Parce que qui dit poisson dit assistance. Donc qu'est-ce qui va se passer avec le chômage, les hôpitaux, les services de santé, la retraite, les associations diverses, toutes les institutions d'assistance publique au service de l'homme et qui sont acquises depuis des décennies vont être revues. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi en ce qui concerne l'homme pour la nativité et les enfants? Comment va naître l'enfant? Cette notion Neptune-Jupiter, c'est vraiment la famille humaine, la famille de l'homme. Comment naîtra l'enfant de demain? Dans quel type de famille? Donc, en 2020, on avait des structures avec les personnes âgées qui étaient concernées en année 4, marquées par le Capricorne. En 2021, ça a été les jeunes qui se sont trouvés un peu sur le siège éjectable avec Uranus. Et en 2022, eh bien, ce sont les enfants. Et la question des enfants, vaccin ou pas pour les enfants par exemple, c'est important parce que c'est l'avenir de demain. Donc comment sera l'enfant de demain? Parce que l'enfant, c'est vraiment notre futur. Où en sera la démographie dans un monde où il y a eu beaucoup de morts et où peut-être il y a beaucoup de personnes qui hésitent à mettre un enfant au monde en se demandant mais quelle perspective on va avoir. C'est toute la question de l'appartenance à la famille. Alors depuis la nuit des temps, l'homme s'est situé par une appartenance. Ça a été le groupe, ça a été la tribu, ça a été la famille. Aujourd'hui, cette dernière, elle a beaucoup changé. On est dans des types de familles, des lois différentes en ce qui concerne la famille. Et ça a changé à peu près depuis le début de l'avortement et du divorce. Donc, à l'issue de 2022, il y a la famille classique et la famille recomposée, matrimoniale, paxée ou pas, monoparentale, hétéro, homo, etc. C'est déjà le cas, mais on parle de plus en plus de transgenres qui ne débarquent pas maintenant, bien entendu, mais qui affectent beaucoup la jeunesse du genre neutre, donc qui se dit ni homme ni femme, mais aussi de quelque chose qui est nouveau, parce que là, ce que je viens de dire, c'était déjà là. Dont je parlais, c'est déjà là, mais ça va être beaucoup là. C'est pas nécessairement en 2022, mais c'est quelque chose qui va déjà être plus présent on le verra peut-être pas, mais c'est là. C'est toute la notion du transhumanisme et de la robotisation. Alors, qu'est-ce que ça sera l'homme de demain? Les poissons sont un signe d'eau extrêmement réceptif, c'est une énergie yin, féminine, qui est au-delà cette énergie féminine dont je parle, c'est au-delà du genre sexuel, c'est l'énergie féminine qui est à chacun de nous. Elle est en faveur de la femme et du matriarcat et de toute cette dimension donc, de réceptivité. Donc c'est important de valoriser ça pour être sensible.
L'enfant va donc le côté transgénique, enfin, c'est très important, hein. C'est-à-dire que on va vraiment vers quelque chose qui, il y a un certain temps, était de l'ordre de la science-fiction, qui est peut-être encore de la science-fiction demain, mais l'année 2022 est une année qui est très reliée à l'homme, à la famille humaine. Donc il y a une transformation qui continue à se faire dans l'homme et la famille humaine, parce que j'ai parlé de cet encadrement qui est de Saturne-Uranus, qui est toujours en tension en 2022, et qui participe justement à être dans toutes les inventions, les codifications, entre quelque chose qui est de l'ordre de ce qui se met dans la matière et quelque chose qui est nouveau. Aller sur la planète Mars, c'est de l'ordre d'Uranus. L'écologie, c'est aussi de l'ordre d'Uranus. On est bien content, et puis il y a des gens qui ne sont pas contents qu'on aille sur Mars, il y a des gens qui sont contents. Le vaccin, content ou pas content, c'est de l'ordre d'Uranus. Saturne, lui, il va mettre les règles pour ça, mais il n'invente pas, il codifie. La liberté, c'est de l'ordre d'Uranus. La codification, c'est de l'ordre de Saturne. Et tout ça, c'est en tension. En tension, ça veut dire qu'ils ne s'entendent pas. Il y a un forcing qui fait aller les choses ensemble. Uranus, il va aller du côté des découvertes qui vont faire que oui, on peut faire un cœur artificiel, etc. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine, et que si on est touché par ce problème-là, on sera bien content, mais ça va beaucoup plus loin que cela. Donc à un moment donné, l'intelligence artificielle risque fort de dépasser l'intelligence humaine qui a créé au départ l'intelligence artificielle, et c'est toujours pareil, si l'homme n'a pas changé à l'intérieur, on aura simplement beaucoup plus de moyens pour faire beaucoup plus de choses merveilleuses, mais beaucoup plus de choses terribles aussi, hein. Donc on a là une transformation très importante où beaucoup de choses vont se jouer dans la situation de l'homme, les possibles de l'homme, l'avenir de l'homme en 2022. Parce que 2022, avec Neptune et Jupiter, il y a une sorte de plasticité, de malléabilité. Alors quand c'est malléable, c'est souple, on s'adapte, mais on se suradapte aussi et on se laisse modeler aussi. Donc ça, c'est le danger. Donc on a aussi bien sûr, puisqu'on parle d'enfants, de la transmission du patrimoine, qui ne va pas être reconduit de la même façon comme à l'ancienne, puisque la famille n'est pas la même, que le monde change, et que donc ce qu'on a à transmettre, c'est pas la même chose. Et quand il y a des questions aussi essentielles que la liberté, que la santé, que la vérité qui sont interrogées, eh bien, c'est pas tout à fait simple de transmettre. Vous savez, il y a un temps, quand vos grands-parents avaient des enfants qui étaient vos parents, qui disaient « Papa, pourquoi on meurt ? Maman, il est où le Dieu ? Maman, comment est-ce que je suis venue au monde ?» C'était des questions, il était très difficile pour les parents d'y répondre parce qu'il y avait plein de tabous. Donc là, c'est pas tellement les tabous qui empêchent la réponse, c'est qu'on la connaît pas, hein. Donc voilà, donc ça va toucher également le domaine de l'habitat, sur lequel je vais beaucoup insister aussi, parce que c'est très présent dans cette malléabilité de Jupiter-Neptune, parce que Jupiter a présidé à une mise en place de l'habitat. C'est-à-dire, il a dit à Neptune, qu'est-ce que tu prends? Neptune a dit, je prends les eaux. Pluton a dit, qu'est-ce que tu prends? Ben moi, je vais sous terre, etc., etc. Et donc, il y a une répartition en pays, en territoire, mais ça veut dire également, donc l'Europe, j'avais parlé, pas à dessein bien entendu, de sa métamorphose en taureau pour séduire l'Europe, mais c'est également le territoire sur notre territoire. Donc ça veut dire, avec Jupiter, on s'agrandit, on est ouvert, mais chacun a quand même un territoire. Donc il y a la question des frontières, il y a la question de l'Europe qui va se poser. Mais là, j'en reviens à l'habitat. Donc notre civilisation, elle était devenue un peu nomadique, elle s'est relocalisée avec le confinement, elle s'est plus sédentarisée par obligation, et puis après on y a trouvé un peu de goût. Il y avait déjà cette tendance, je dirais, à vouloir se relocaliser parce qu'on voyait les déviances du mondialisme. En même temps, un désir d'espace large. Donc l'habitat sera très important en 2022 parce qu'il est suite à l'exode, ça fait une exode vers les campagnes, un retour à la maison avec le télétravail, instauré en 2020 mais qui a été poursuivi en 2021 et qui en 2022 va se concrétiser par des fermetures définitives d'espaces de bureaux,
des démolitions d'édifices et une recomposition importante du paysage urbain qui reste le grand perdant, à tort ou à raison. Donc cela va impacter la circulation, puisque nous n'irons pas aussi souvent au bureau et que nous pourrons travailler à partir de tout autre lieu que celui du bureau, et certainement à la maison. Et ça renforce un travail, un lien entre la vie privée et le travail, ce qui est bien, mais qui réorganise aussi l'espace chez soi. Parce que si vous avez un enfant qui crie, un chien qui aboie, un chat qui miaule, et que vous n'avez pas d'espace privé dans votre maison, et que vous faites vos conférences ou les conférences à la cuisine, c'est pas nécessairement adapté. Donc l'immobilier va être tout à fait réadapté par cette évolution. De plus, il devra se mettre à la norme de nouvelles réglementations pour la réduction des dépenses énergétiques. Parce que pendant tout ce temps, il y a l'écologie qui est importante et qui fait son job. Et à Bruxelles, par exemple, les bâtiments de la communauté européenne, mais il y en a beaucoup qui sont fermés. Et il y a quelques étages qui sont ouverts, mais qui sont partagés. Les gens n'y vont pas, donc il y a bureaux partagés, etc. Donc on a la même chose avec les agences bancaires, avec beaucoup de services publics. Donc il va y avoir une très grande réduction d'un certain nombre d'espaces et des démolitions. Donc il va y avoir une incidence aussi sur la campagne, avec une valorisation de la campagne qui a déjà commencé. Donc c'est une exode vers la campagne, j'en avais parlé déjà en 2019. Voilà, et les voyages, bon là, le Neptune et Jupiter, ils adorent voyager, hein, donc je pense qu'il y aura normalement plus de mobilité l'année prochaine. Mais on a toujours cet encadrement Jupiter-Saturne. Donc, elle a compris, le télétravail se développe et la notion de bureau à la maison se modifie. Le bureau à la maison, le travail se réglemente, et parce qu'il faut réglementer autrement. Hein. On ne réglemente pas quelqu'un qui travaille chez lui comme quelqu'un qui pointe, on va dire entre guillemets. Donc, on doit se reconvertir aussi sur le plan digital. Donc, c'est une transformation qui se modifie encore dans le domaine de la structure du travail, avec l'informatisation de notre vie et tous les protocoles qui vont se préciser encore en 2022 avec cette dynamique, donc Saturne-Uranus qui continue et qui va légiférer. Donc il y a une institutionnalisation de tout ce qui relève de l'intelligence artificielle dans le travail, dans la santé, ça on l'a déjà vu. Voilà, alors il y a beaucoup de personnes qui pensaient avoir une profession et qui l'ont perdue. Elles l'ont perdue et elles doivent changer d'orientation. Et les règles du travail obéissent à des règles sanitaires, ce qui entraîne des licenciements, ce qui entraîne des reconversions aussi. Et dans beaucoup de domaines, même si on parle essentiellement des soignants, qui sont les plus exposés, il n'y a pas que les soignants. Donc cette réglementation sanitaire, elle va se poursuivre. Et elle va se poursuivre d'autant plus que Jupiter sera en Poisson. Avant, il était en Verseau. Et en étant en Verseau, d'un côté, il donnait de la force à Jupiter, mais en même temps, il contrariait Jupiter. Il apportait un peu de beurre dans les choses, hein, là où c'était un peu sec. Là, il est en Poisson. Alors, bien sûr, il est fort en Poisson, mais du coup, Saturne a le champ libre dans le signe du Verseau, donc il réglemente. Au niveau de la science, bon, j'ai déjà parlé du télétravail et de tout ce qui est virtuel qui va être de plus en plus important, qui s'est développé d'une façon exponentielle et qui était bien sûr prêt avant, hein, mais qui a pris d'un coup une ampleur importante, qui touche tous les services de la vie publique. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un smartphone, c'est très difficile de vous en sortir, hein, pour toutes sortes d'opérations basiques. Donc j'ai parlé des avancées du transhumanisme déjà, je ne vais pas en parler davantage. Ça sera visible vraiment cet élément de transhumanisme pour moi en 2025, hein, quand le Verseau, quand Uranus passera dans le signe des Gémeaux, donc après le signe du Verseau, après le signe des Taureaux qui sera en signe d'air, et que Pluton arrivera dans le signe du Verseau. On aura donc deux puissances air qui sont très importantes. Et l'air, c'est du côté du virtuel, c'est du côté de ce qui est le plus léger, qui est le plus intangible. Alors, il y a la recherche qui continue de traitements novateurs, parce qu'on a toujours cet Uranus. Mais comme je l'ai dit, il me semble que c'est quelque chose qui va relever davantage d'éléments avec des éléments chimiques.
Dans le domaine de l'art, il pourrait y avoir des découvertes spatiales, avions, satellites, autres engins, découvertes sur le plan planétaire et galactique. Et avec Neptune, c'est plutôt dans le domaine des eaux que c'est sollicité. Donc si une invention bénéfique arrivait, ce serait autour du symbolisme aquatique. Et sur le plan médical, eh bien, comme j'ai dit, c'est quelque chose où je vois la chimie, ou une sorte de vaccin chimique. Mais symboliquement, le vaccin, c'est de l'ordre de la piqûre. Et la piqûre, c'est pas poisson. Le poisson, il n'aime pas les piqûres, il aime les massages, il aime ce qui est doux, voilà, ce qui est intuitif et pas ce qu'il va ressentir comme une agression de son corps, quelque chose qui le pénètre. Hein. Il préfère faire l'éponge. L'éponge, ça vous imbibe, ça ne vous pénètre pas. Voilà, je voudrais maintenant aborder le secteur de l'art, qui est important. Ça fait partie des paradigmes d'une civilisation. Donc j'ai vu l'aspect créatif que peut avoir la science, mais il y a également l'aspect créatif de l'art. La beauté et l'art, c'est un facteur important, surtout quand Neptune est en jeu. Alors Neptune, normalement, il est beaucoup plus du côté de la musique, ou des arts très sensibles, qui ont une dimension de très grande subtilité, et qui mettent en relation la dimension du sublime et du sacré. Donc l'art, il nous conduit vers l'âme, ou si on n'aime pas ce mot, vers la dimension la plus profonde de soi, mais une dimension qui est en relation avec ce qui nous entoure d'une façon assez mystérieuse. Et ce qui va lui donner ça, c'est l'émotion de la beauté. Alors la beauté, c'est une chose assez subjective, même s'il y a peut-être des lois qui définissent la beauté. Mais ce qui nous touche qu'on ressent comme la beauté, c'est quelque chose qui nous touche profondément, qui nous envahit d'un sentiment d'universalité, de plénitude, de sens. Une dimension de sacré, une dimension de déborder de nous-mêmes, d'être plus grand que nous-mêmes. Donc c'est une dimension extrêmement importante, c'est presque une dimension religieuse dans l'art, hors toute religion. C'est une dimension qui nous met en contact avec quelque chose qu'on pourrait qualifier de spirituel. Et les arts du spectacle surtout, mais tous les arts ont beaucoup souffert de l'impact de cette crise, mais je dirais que l'art, il souffrait déjà depuis longtemps. Et ça, c'est un point de vue personnel. Moi, je sens la souffrance de l'art comme une séparation de l'art avec ce qui faisait sa motivation pendant des siècles. C'est-à-dire une relation au sacré. Alors par sacré, je ne veux pas dire le religieux, bien qu'au départ, bien sûr, c'était le religieux par des peintures religieuses, par exemple, ou des chants religieux. Hein, Monteverdi, c'est religieux. Mais parce qu'il y avait une forme de vocation, d'appel, de mission. C'était vraiment la façon dont on allait exprimer le rapport au sacré du monde. Et donc, l'art était l'objet créé. C'était pas un objet, c'était un sujet. Même une cuillère en bois pour manger avec, il y avait là plus qu'une cuillère en bois pour manger avec. Il y avait vraiment un objet qui dépasse la dimension utilitaire. Et quelque chose dans l'art, pour moi, est devenu non plus de l'ordre du sujet, mais de l'ordre de l'objet, non plus de l'ordre de la création toujours, mais de l'ordre de la fabrication. Et ce qui se passe pendant cette crise que nous vivons, et qui a touché tous les paramètres, tous les paradigmes de vie, qui a beaucoup impacté les artistes, qui se sont sentis coupés du public. Et un artiste est lié au public, c'est sa relation. Nous avons une relation avec un mari, une épouse, un homme, une femme, un compagnon, une compagne, un chien, un chat. L'artiste, il a une relation avec le monde, mais il la transmet à travers une relation avec le public. Il s'adresse. Donc il y a eu une coupure, avec heureusement du virtuel qui a sauvé un peu les meubles, mais néanmoins, c'est pas la même chose. Et cette épreuve, non pas qu'il faille toujours en passer par l'épreuve pour dire des choses profondes, mais cette épreuve, je pense qu'elle va
elle pourrait nourrir l'art de nouveau d'une autre façon. Parce que l'artiste, même s'il n'est pas militant, il est témoin et il a une vision du monde dans lequel il est, et donc il a une importance de citoyenneté dans ce qu'il exprime. Même s'il n'a pas du tout un message politique, il dit quelque chose, il perçoit quelque chose, parfois avant que d'autres personnes ne le perçoivent. Et donc, je pense que les artistes peuvent avoir beaucoup à nous dire en 2022 parce que Neptune est très proche de cette dimension artistique, comme il est très proche de la dimension spirituelle sensible dont je reparlerai. On a également la dimension de la nature. J'y ai fait allusion en disant que en 86, il y avait eu ces catastrophes liées à les inondations. Et voilà, on a, je dirais, dans la mythologie ancienne, on a bien sûr pas toujours le mythe champêtre, hein, mais une nature qui peut être difficile, qui peut être violente, et donc l'homme honorait ses forces par des rituels pour obtenir la pluie, pour des récoltes, et bien pour que le vent gonfle les voiles et que les bateaux puissent partir, etc. On essayait de se concilier les dieux, mais on peut dire que c'était de la superstition et parfois ça ne marchait pas et puis la pluie ne tombait pas. Mais en même temps, on avait une relation spiritualisée à la nature. Il y avait le règne animal, il y avait le règne végétal, le règne minéral, ça existait en tant que règne, au même titre que le règne humain. Et aujourd'hui, l'homme maîtrise la nature par un progrès qui est le fruit de sa raison dominante. Et il a maîtrisé beaucoup de choses et c'est formidable. Mais est-ce qu'il maîtrise tant que cela à l'heure du Covid et de tout ce qui se passe? Je ne vais pas débattre sur la chose, mais sur les résultats. Avec tout ce qui se passe, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça nous met à genoux un virus depuis 3 ans. Quelle que soit notre opinion sur la chose, le fait est là. Donc, ça met en question des éléments de la science et de notre toute-puissance dans le progrès. Et Neptune introduit des éléments d'une autre dimension. Une dimension qui est qu'il y a une vérité, il y a des révélations qui n'en passent pas par la raison, mais par un sentiment très clairvoyant. Alors, il y a aussi toutes ces inondations dévastatrices qui ont emporté des villages récemment, quand il y a eu justement Jupiter qui avait commencé à pénétrer dans le Poisson et puis qui est reparti. Donc, il pourrait y avoir d'autres sinistres en 2022 quand Jupiter va vraiment rentrer en Poisson et toucher Neptune. Mais encore là, il faut savoir que l'astrologie, elle analyse des principes et à partir de ces principes, elle imagine logiquement la forme que ça peut prendre. Oui, alors on peut se dire, Jupiter et Neptune, c'est lié à Jupiter fait une inflammation, il amplifie le phénomène neptunien, comme c'est les eaux, il peut y avoir une montée des eaux, une montée des marées, etc., etc. Mais ça peut être autre chose, qu'on comprendra très bien ultérieurement, mais qu'on n'avait peut-être pas perçu anticipativement. Il peut y avoir aussi encore des histoires de pêche, de Brexit ou pas, mais aussi de pollution, peut-être de naufrage, des tornades, parce que Jupiter va aller temporairement dans le Bélier pour régresser de mai à octobre et puis ensuite pour régresser dans les Poissons. Mais donc il y a un côté qui peut être tumultueux, mais il y a aussi beaucoup de solutions, de salut, de solidarité, parce que je vous ai dit, Jupiter et Neptune ont quelque chose de cet ordre-là. Et c'est le mot-clé de 2022, de ce côté tous ensemble, hommes et nature inclus. C'est un vœu. Maintenant, il en passe par pas mal de défis, parce que c'est un vœu extrêmement exigeant, et est-ce qu'on est prêt avec toutes nos choses à résoudre dans un monde où il y a quand même encore pas mal de violence, pas mal d'inégalités, etc.
Il y a la question de la migration. Là, je pense qu'elle sera vraiment très importante, cette question, en 2022, parce qu'il y a cet élément qui vient des eaux avec Neptune, qui vient de l'étranger et des eaux, donc, et de l'étranger avec Jupiter. Donc, on est vraiment avec cette question de la migration qui a été mise un peu de côté parce qu'on a été le nez sur la crise sanitaire. Mais là va se poser la question du territoire, qui j'accueille, où c'est chez moi, quel est le territoire de tout un chacun, surtout à l'heure des variants, parce que là de nouveau, il y en a un qui vient en provenance d'Inde, l'autre en provenance d'Afrique. Donc tout ce qu'il peut y avoir en nous de crainte de l'étranger, ben, ça revient. Hein. Donc la question des migrants, elle a été suspendue, mais elle va revenir, parce qu'elle n'est pas du tout résolue. Parce qu'au niveau de Neptune et de Jupiter, on avait sauvé, qui est à sauver, où se fait le sauvetage, comment il se fait. Et les migrants qui sont en provenance de la mer, s'ajoutent aussi à eux les réfugiés politiques. Bien, c'est toute la question de l'aide humanitaire qui sera d'actualité avec tout ce flux migratoire, parce que ces migrants, ils projettent sur l'Europe le salut. Ce sont des gens qui sont un appel de salut, hein, c'est sauvez-moi. Et il y a aussi une grande part d'illusion, parce que l'Europe, c'est pas que l'Europe n'est pas un pays qui peut sauver, mais il y a beaucoup de problèmes en Europe aussi, et donc c'est pas si extraordinaire que ça, et ce qui les attend n'est pas évident. Donc il y a une grande part d'illusion et de désillusion. Et le Covid, il n'a pas arrêté les guerres, hein. Et tout ce qui tourne autour de la pandémie a pris une telle ampleur qu'on en oublierait presque qu'il y a des tirs qui tous les jours tuent des gens, hein, qui n'ont pas le temps de mourir du Covid parce qu'ils sont morts avant d'un éclat d'obus. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va faire qu'on va considérer la totalité du monde et pas simplement la crise sanitaire. Il y a aussi la paupérisation et les sans-abri qui vont être plus importants, je pense, parce que la classe moyenne, elle a beaucoup souffert, et donc elle risque de rejoindre la nouvelle classe pauvre d'une façon différente. Donc il pourrait y avoir comme une sorte de quatrième classe, hein, qui est entre la classe moyenne et la classe pauvre. Et tout ça, ça participe à un effondrement. Les poissons, c'est pas du côté de la richesse, hein, c'est plutôt du côté du don de soi ou du partage. Mais voilà, on n'est pas dans l'accumulation des biens. Hein, et donc, on est plutôt dans une dissolution. Donc, au niveau de l'argent, eh bien, on risque d'arriver à des problématiques d'argent. Donc, tout le monde s'inquiète. Hein. On n'a pas besoin de faire de l'astrologie pour être inquiet. Il suffit d'avoir un peu de bon sens. Donc, on est proche d'une catastrophe économique avec des faillites qui risquent de devenir de plus en plus importantes, même si par ailleurs, il y a des métiers qui ont décuplé leur activité, leur chiffre d'affaires avec la pandémie. C'est clair que si on est du côté de l'informatique, ça s'est plutôt bien passé. Mais avec la globalisation des poissons, tout interagit sur tout. Donc on peut craindre une très forte inflation, et ce n'est pas les nouvelles monnaies virtuelles qui, dans les médias, vont nous sauver, même si elles se développeront parce qu'elles font tout à fait partie de l'esprit Verseau à venir, des signes d'air, etc. Et que c'est une évolution que je pense inéluctable, mais ça ne résout pas notre relation à l'argent dans un monde qui s'écroule. Je ne sais pas si la monnaie virtuelle sera un sauvetage dans l'immédiat. Et les poissons sont aussi le signe du naufrage, ne sont pas que le signe du sauvetage. Et ce naufrage peut conduire à un sauvetage où le revenu universel pourrait être envisagé, parce que Neptune est plutôt avec une vision de gauche qu'avec une vision de droite, même si ça sera un très grand enjeu, l'enjeu entre ces deux perspectives qui ne nous envoient pas au même endroit du monde suivant. Parce qu'il y a Saturne, Uranus, et que là on n'est pas du côté de cette vision de la gauche. Donc, et on est quand même dans un bateau qui prend l'eau. Alors est-ce qu'on va sauver le Titanic ? Je pense qu'on le peut,
parce qu'il y a la position d'Uranus qui, s'il est en tension avec Saturne, est en position soutenante par rapport à Neptune et à Jupiter. Mais ce qui est certain, c'est qu'il va falloir ramer à l'unisson. Parce que c'est une année de rassemblement par excellence, l'année 2022, et qu'il était indispensable que ça se fasse sous une forme d'unification et non d'un amalgame qui fasse troupeau, et il faut que ça se fasse en conscience. Alors ça pose toute la question de la mondialisation. Normalement, le poisson n'est pas contraire à la mondialisation. Donc comment est-ce que l'homme va trouver sa nouvelle place avec un sentiment d'identité individuelle et collective, en s'affirmant tout en étant solidaire, avec une appartenance à ce que j'appellerais la race humaine. Et je pense qu'il va y avoir des mouvements sociaux, surtout autour des élections. Là, on est encore dans une période précédente. Hein. On essaye de bouger, d'aller voir un spectacle, etc. Mais voilà. Je rappelle qu'en Belgique, il y a eu des révoltes énormes en 1886, quand il y a eu donc Jupiter-Neptune, qui bien sûr était liée à une tension supplémentaire que nous n'avons pas aujourd'hui. Et que aujourd'hui, comme à l'époque de cette date-là, donc de 1886, le peuple est à bout d'épuisement nerveux, financier. Il est proche de l'effondrement, il est proche du soulèvement aussi. Parce que quand on n'a plus rien à perdre, à un moment donné, on se bouge. Il est divisé autour du vaccin et du pass, donc il y a la division intérieure, ça crée des conflits. Donc le terrain est très prêt pour des mouvements de révolte, et on pourrait assister à des véritables marées humaines en révolte. Il y a un autre plan qui est très important en 2022, c'est la dimension de la spiritualité. Neptune et Jupiter ensemble nous font vraiment ressentir combien nous sommes des gouttelettes d'eau individuelles, certes, mais confondues et contenues dans la liquidité du grand océan de l'humanité. Donc lorsque nous avons cette appartenance à l'univers, parce que c'est bien plus que l'humanité, une appartenance à l'univers et à la communauté humaine, et que nous sommes interconnectés ensemble, il y a cette dimension spirituelle, il y a quelque chose qui nous déborde, il ne nous manque rien. Et par exemple, on ressent cela lorsqu'on voit un paysage sublime, on peut ressentir un sentiment paradisiaque de plénitude, de totalité, d'éternité qui nous déborde, qui nous emplit. C'est un transport. On peut avoir ça dans la relation amoureuse. Donc on existe pleinement car à chaque instant, notre moi, notre jeu égotique a disparu. C'est tout le contraire de l'envahissement par Saturne. Mais l'envahissement par Neptune, ça peut être aussi pas simplement le sentiment océanique qui est recherché parce que c'est un sentiment de vécu qui nous fait vraiment donner le sentiment d'être, le sentiment de sens, mais il peut y avoir une fuite par l'alcool, les stupéfiants et d'autres dépendances. Et qu'est-ce que c'est que recherche une personne dans ces stimulations? Eh bien, c'est de trouver une plénitude qui sera temporaire avec beaucoup d'effets secondaires, mais c'est une fuite d'une réalité qui ne peut pas être satisfaisante, qui est vécue comme satisfaisante, c'est pas qu'elle ne l'est pas, mais elle ne peut pas être vécue par la personne comme satisfaisante, et donc il y a une fuite dans quelque chose qui va donner une illusion temporaire de plénitude. Donc ici, l'ombre de Neptune, c'est pas du tout l'amplification de l'ego et la domination de l'ego, c'est une illusion de l'ego, c'est une dilution de l'ego, mais qui peut devenir une perte d'identité. Et donc là, on bascule dans un cercle vicieux de dépendance et de triangle victime, bourreau, sauveur. Parce qu'à ce moment-là, on n'est plus dans le sauveur, on est dans le parasite et dans celui qui dit « à moi, au secours, sauvez-moi » et qui ne prend plus ses responsabilités. Donc, qui devient complètement démuni et victime. Et quand on est victime, eh bien, il y a généralement un prédateur qui arrive. Et à ce moment-là, on peut même appeler le prédateur, c'est-à-dire « au secours, sauvez-moi, prenez soin de moi, je vous donne la clé de ma vie, occupez-vous de moi, assistez-moi ». Donc l'homme peut à la fois perdre son identité, et donc le peuple aussi, parce qu'à ce moment-là, eh bien, il va suivre un leader qui l'aliène à un joug, qui l'amalgame à un système totalitaire ou autre, et où il peut se perdre dans le groupe, dans la foule. Et voilà. Donc, il est important d'être attentif à être solidaire, à être uni et en même temps à garder
une conscience de qui on est, de son identité, de son bon sens, de son discernement. Surtout que ça s'insère donc là dans une autre configuration qui est celle de Saturne, de Neptune et d'Uranus, qui a débuté en 2021, qui se poursuit de façon plus lâche jusqu'en 2022, je l'ai dit, et qui est une tension entre le principe codificateur que représente Saturne, qui souhaite contrôler l'esprit rebelle et novateur que représentent le Verseau et Uranus, épris de liberté. Nous avons deux protagonistes encore dans cette piste de danse que j'ai introduite au début. Et cette tension, elle se détend parfois comme un élastique, avec des trouées de liberté, avec comme les liesses à la terrasse de cet été, etc. Mais elle revient, hein, elle n'est pas terminée. Donc, quand elle revient, eh bien, les mesures sont plus strictes, puis ça se relâche, puis c'est plus strict. Alors, cette tension, elle va se lâcher dans une certaine partie de l'année, mais elle n'est pas terminée. Donc, l'administration de tout ça continue à faire son job, même si peut-être ça n'apparaît pas tout de suite, ça se fait. Et à la fin de l'année, ça sera complètement fait. La fin de l'année 2022, donc. Et donc, dans la partie spirituelle, il y a aussi, bien sûr, des personnes qui auront des choses très importantes à dire, qui seront très importantes qui feront figure de guide, mais il y aura aussi des faux guides. Neptune, c'est la spiritualité, mais c'est également toutes les dérives fanatiques et les faux maîtres spirituels. Donc, c'est vraiment important de garder sa perception, je dirais, des choses sur ce plan-là. Donc on a tous ces éléments-là qui sont touchés en 2022. Et puis donc nous allons avoir la question des gouvernements, parce que tout ça nous amène à la politique, qui est très importante. Et cette politique, je ne vais pas la déployer grandement aujourd'hui parce que ça mérite vraiment une seconde partie, une suite de conférences. Cette politique est très importante parce que tous ces changements de paradigme amènent un changement de position et de vision du peuple. Nous avons eu plusieurs changements politiques. Nous avons eu un changement politique aux États-Unis, qui est une autre orientation, quelle que soit notre opinion là-dessus. Il y a un changement politique important en Allemagne, puisque l'ancienne dirigeante n'est plus la dirigeante de l'Allemagne. Et puis, il va y avoir les élections françaises. Alors quand même, les États-Unis, ça compte sur l'échiquier international. Et la France et l'Allemagne ont toujours été des pays importants depuis De Gaulle, je dirais, quand on a créé l'Europe, qui était une Europe politique au départ, pour que plus jamais il n'y ait la guerre, et puis qui est devenue une Europe financière, et puis voilà, qui a évolué et qui doit sans cesse se réajuster vu tous ces élargissements. Mais donc on a quelque chose qui va toucher le politique, et qui a déjà, donc il y a un changement en Allemagne, dont on ne sait pas ce que ça va donner dans la suite. Et puis un changement très important et très tendu en France, puisque le gouvernement de Macron a été à la fois voté au départ, mais très vite très contesté, et que l'enjeu des élections, c'est beaucoup plus que est-ce que Macron va gagner les élections ou est-ce qu'il ne va pas les gagner. C'est un enjeu sur une vision du monde que, quelle que soit notre opinion là-dessus, ne va pas du tout dans le même sens. Donc c'est une direction qui va continuer dans le même sens ou qui ne va pas continuer dans le même sens. Alors, vu tous les transits que nous avons eus, moi, j'ai plutôt le sentiment que ça ne va pas continuer dans le même sens, parce que nous sommes dans une mutation. Mais je ne vais pas en parler davantage maintenant, parce que ça demande d'étudier le thème de Macron, ça demande d'étudier le thème de quelques autres candidats,
et de voir davantage d'autres éléments astrologiques. Et ça ferait une vidéo très importante, beaucoup plus importante que le temps imparti pour que ça fasse une vidéo digeste à regarder. Donc je propose de faire ça dans un second temps et d'insister maintenant beaucoup plus sur cette dimension neptunienne qui est une dimension vraiment qui peut être très magnifique, mais qui peut être extrêmement chaotique et désordonnée, et qui montre que c'est important c'est important d'aller dans la partie la plus englobante, la plus inspirée sur le plan humain et sur le plan spirituel de Neptune et de Jupiter, et de ne pas tomber dans l'élément chaotique, dans l'élément illusoire qu'il peut y avoir. Il faudrait pas que le poisson nous rende malléables au point que nous soyons des poissons qui sont pris dans un filet, hein, parce que c'est important de conserver notre responsabilité. L'astrologie ne sert pas à déterminer des événements, mais à leur donner un sens. C'est dans la façon dont nous répondons à ces événements que nous pouvons créer notre avenir. Et donc, il va quand même y avoir un enjeu entre une idéologie européenne et une idéologie nationaliste dans le futur, hein, au moment de ces élections. Et donc, c'est ça, je dirais, qui va beaucoup se jouer. Aussi, le fait que Neptune nous met par rapport à une interrogation sur quelque chose qui est présent dans l'humanité et en nous depuis la nuit des temps, semble-t-il, c'est que nous restons victimes d'une dualité qui est destructrice. Parce que, voilà, il y a toujours cette question de l'ombre et de la lumière, comme s'il fallait toujours en passer par là, hein. Donc la question, c'est est-ce qu'à l'issue de cette crise, nous serons toujours dans le mal-être, avec des peurs, avec des conflits, avec la dépression, avec je peux pas faire ceci, j'aimerais faire cela, de l'insatisfaction, des manques, de la peur, de la colère, de la frustration, de l'avidité, de l'agressivité. C'est ça la question, hein. Est-ce que nous allons sortir d'un engrenage destructif qui s'appelle crise sanitaire, etc., et qui ne date pas d'aujourd'hui? La crise sanitaire, elle date de maintenant, mais cet engrenage destructif, il ne date pas d'aujourd'hui. Il s'est ralenti, il s'est amélioré, voilà, il y a plein il y a des étapes dans le monde depuis que le monde existe où il y a des moments de destruction, puis il y a des moments où, voilà, où ça se passe bien, et puis etc. Mais il y a cette alternance permanente. Alors, la question, c'est est-ce que nous serons plus humains et alignés à l'issue de ce que peut apporter Neptune et Jupiter? Est-ce que nous nous sentirons plus complets dans la gratitude, plus heureux, plus généreux, plus unifiés, plus libérés? Est-ce que nous serons plus créatifs dans nos vies, avec des projets où il y a moins de guerre, en nous aussi, et dans le monde? Est-ce qu'on va être plus relié à notre corps, à la nature humaine et à la planète Terre? Parce qu'au final, c'est ça qui compte comme réponse aux questions. Parce que qu'on travaille à digital avec des prothèses ou avec une bêche dans un jardin en permaculture, finalement, l'esprit, c'est ça qui est important. C'est l'esprit avec lequel nous abordons le présent et l'avenir. Cet esprit dans le sens, dans son sens à l'incarnation de la vie dans la matière. Les poissons sont un signe double, ce qui renforce la dualité, avec son lot d'ambivalence, de confusion, de cyclothymie, de chaos, d'illusion, d'asservissement, de fuite, d'arrangement, c'est le danger. Mais c'est cependant, avec les aspects de Jupiter-Neptune dans les poissons, il y a la chance d'aller dans le sens de plus d'amour-compassion et de préserver l'humain. Enfin, l'amour-compassion, c'est pas évident, hein, c'est vraiment
C'est une volonté, c'est une décision que l'on prend. On n'est pas tous tombés dans la bassine de l'amour-compassion. C'est quelque chose qui s'apprend, qui se décide. Donc, vécu sur le plan élevé, ces vibrations des poissons symbolisent un océan de solidarité, d'unification et d'empathie. Et ça, c'est notre chance. Mais il faut le vouloir. Donc, ça nous demande beaucoup de prise de conscience, beaucoup de persévérance, beaucoup de patience, surtout en année 2022. Et avec l'envahissement de l'eau, tout le fond remonte à la surface. Et dans un monde qui va mal, où il y a un changement radical, le passé qui remonte, c'est un passé lourd, c'est un passé stagnant. C'est un passé où il y a plein de détritus qui vont au moins jusqu'au siècle dernier, puisque j'ai parlé de la conjonction Jupiter-Neptune en Poisson en 1886. Donc il y a beaucoup de choses à nettoyer. Donc il s'agit de nettoyer toutes les déviances accumulées pour créer un monde, un avenir vraiment neuf. Neuf, c'est pas simplement différent, c'est pas simplement qu'il y a du digital et qu'avant il y en avait moins, c'est pas simplement qu'il y a des QR codes et qu'avant il y en avait moins, c'est pas simplement qu'il y a peut-être du transgénique et qu'avant il n'y en avait pas. C'est l'esprit avec lequel on fait ça. C'est ça qui compte. Et au-delà des tumultes de 2022, qui est une année où nous aspirons à la paix, à la réunification, à l'union, l'aspect, elle commence avec sa pensée. La paix, elle commence avec une pensée en paix. Et aujourd'hui, nous sommes envahis par un flot neptunien d'informations contradictoires. C'est une marée de paroles qui s'excluent, qui s'affirment sur le mode chaque fois des certitudes. Tout le monde est sûr de sa vérité, elle se juxtapose, s'annule, elle se contradictoire, on est dans un paradoxe qui participe à une grande confusion. Et donc, ce serait important peut-être de passer à la partie neptunienne intégrative et non pas exclusive, à la partie complémentaire. Et je suis thérapeute et il y a beaucoup de thérapeutes, il y a beaucoup de prise de conscience à travers la thérapie, beaucoup de gens qui font un travail absolument extraordinaire, beaucoup de nettoyage psychologique, non seulement de son histoire, mais de lien avec sa famille. Dans tout ce qui est transgénérationnel, on va travailler sur les générations. Donc il y a beaucoup de nettoyage qui se fait au niveau de la conscience humaine, collective et personnelle. Parce que quand on travaille sur soi et qu'on travaille sur soi, on va avoir une attitude, on espère, un peu différente par rapport aux autres, même si on a toujours ses couacs. Mais on travaille aussi sur toute une mémoire qui est remise dans un alignement plus positif, en tout cas moins nocif. Donc il y a toute une réhabilitation, un apaisement du passé, mais il y a beaucoup de travail qui se fait dans ce sens-là. Et je voudrais terminer avec cette note positive parce qu'elle est vraiment dans l'esprit poisson. Il y a un nettoyage qui se fait au point de vue humain. Il n'y a pas que ce que nous avons vécu dans le sens difficile pendant ces 3 dernières, enfin j'inclus l'année 2022, pendant ces années 2020, 2021, 2022. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que les guerres, il n'y a pas que les horreurs, il n'y a pas que les conflits, il n'y a pas que les manipulations, il n'y a pas que les maladies, il n'y a pas que la mort, il n'y a pas que la peur, il y a aussi des dépassements extraordinaires, il n'y a pas que des nouveaux détritus qui se mettent, je parle là au point de vue symbolique et psychique, bien sûr il y a aussi les détritus qui envahissent notre planète et qui la polluent, mais il y a aussi beaucoup de on démine nos inconscients personnels et collectifs. Il y a beaucoup aussi de dépollution de notre histoire personnelle à travers ce qu'on traverse, hein, parce que ce que vous pensez aujourd'hui, vous ne le pensiez pas à 20 ans, dans l'essentiel peut-être, mais certainement vous êtes modifié parce qu'il y a des choses qu'on comprend, il y a des choses qu'on voit autrement parce qu'on fait une évolution. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui se passent et je pense que si on veut s'en sortir de cette crise, il est important qu'on contacte cette dimension d'évolution,
qu'on essaye de lui faire confiance, mais pas confiance d'une façon béate, confiance en optant pour cette attitude de donner un avenir à notre avenir. Voilà, donc j'espère que j'aurai l'inspiration rapidement pour vous parler, comme je voulais un petit peu annoncer, de la suite au point de vue plus politique. Ce n'est pas normalement ma compétence prioritaire et plus marquée, parce que je fais plutôt une astrologie avec la dimension philosophique, donc l'astrologie mondiale demande certaines expertises, certaines compétences qui ne sont pas nécessairement les miennes, parce que ce n'est pas le chemin que j'ai pris. Voilà, mais voilà, comme ça m'intéresse et que la période est quand même assez importante, si je suis inspirée, je vous ferai une suite. Et je vous souhaite en attendant, avec ces dernières paroles, donc de donner de l'avenir à notre avenir, de vous souhaiter de vivre le meilleur de cette symbolique Neptune, Jupiter, Poisson en 2022. Et aussi de vous dire, écoutez, si vous êtes natif d'un signe d'eau, tel que les poissons, bien sûr, mais aussi le Cancer et le Scorpion, eh bien, je pense que ça pourrait être une année importante pour vous, pour intégrer, parce qu'avec Jupiter et Neptune, on intègre une totalité. C'est pas une chose qu'on prend, c'est l'ensemble des choses. Vous savez, quand on a un puzzle, il y a un tas de morceaux, puis à un moment donné, vous avez toute l'image. Et quand vous avez toute l'image, vous en avez la cohérence, vous en avez le sens, vous en avez la plénitude, la perfection, la beauté, la totalité. Voilà. Donc je vous souhaite tout cela en 2022, même si ça sera une année où nous devons aller pas au charbon, mais à la rame.